Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Conférence des Nations Unies sur le climat COP30, elle démarre le 10 novembre prochain. Dans ce cadre, le gouvernement congolais annonce la semaine nationale du climat dès lundi prochain. Objectif, peaufiner les stratégies devant aider le pays à marquer sa présence à la COP30. S'approvisionner en carburant, un casse-tête actuellement dans certains coins de Kinshasa, situation consécutive à un acte de vandalisme récemment dans une canalisation de la société CEP Congo à Massina. Explication de la ministre des Hydrocarbures, la situation pourrait s'arranger d'ici peu, rassurent des responsables des stations-service. Et puis, l'invité de ce matin, Trésor Badisungu, coordonnateur de l'ONG Climate Change Africa Opportunities. Cette ONG propose des solutions à la population congolaise pour prévenir des éventuelles inondations et érosions dans le pays. Madame, Messieurs, bonjour. En prélude de la conférence des Nations Unies sur le climat COP30, prévue en novembre prochain à Belém, au Brésil, le gouvernement soumis nous aménage sa monture lors d'un briefing de presse co-animé hier jeudi avec son collègue de la communication et médias. La ministre de l'Environnement, Marie Niangé, annonce la tenue de la semaine nationale du climat à partir de lundi prochain. Elle indique que ces assises réuniront les acteurs étatiques et non étatiques pour peaufiner les stratégies devant aider le pays à marquer sa présence à la COP30. On écoute la ministre Marie Niangé dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala. Bien sûr que l'État est court, mais en tout cas nous allons aborder tous les sujets. Vous allez, vous les journalistes, voir l'agenda que nous avons établi. Il n'y a pas de questions taboues. Nous allons avoir des moments de manière méthodique, organisée, avoir les moments de discuter de toutes les questions qui dérangent. Donc, les privés, la société civile est impliquée déjà dans ces programmes-là. Et vous allez vivre la semaine du climat, vous allez vous-même vous rendre compte de comment la société civile est impliquée. Nous avons même fait venir les représentants des peuples autochtones et des communautés locales. Donc, nous serons ensemble. Nous savons tous qu'on ne peut pas traiter des forêts saines. Mais il est important, et j'insiste sur ça, il faut laisser l'État prendre le leadership des questions fondamentales. Donc la société civile vient en appui. Et je suis d'accord qu'on doit les impliquer. Et ils sont impliqués. Parlant de l'environnement, vous le savez, la saison des pluies a débuté depuis septembre, mais plus d'un mois durant, les pluies sont encore faibles, à Kinshasa notamment. Contacté par Radio Kapi, Augustin Tagisabo, chef de division du Centre météorologique national, explique les raisons de ce retard. Selon lui, les vents qui se forment en ligne et se déplacent du nord au sud en provoquant orages et pluies descendent actuellement plus lentement que prévu vers le sud. Il signale aussi que la situation va revenir à la normale, mais il y aura des perturbations. Augustin Tagisabo explique dans cet extrait choisi par Josué Kefebe. Nous faisons le suivi journalier des phénomènes météorologiques. Nous avons observé ce qui suit. Nous savons que les zones de convergence, soit le front intertropical, qui se situe vers le nord du Tchad, vers le Tchad, est en train de descendre lentement vers le sud. Donc c'est cette zone-là qui nous apporte les saisons. Soit quand ça descend vers le sud, c'est la saison des pluies vers le sud. Et quand ça remonte au nord, la saison sud vers le sud, c'est la saison sèche. Et le nord, c'est la saison des pluies. Actuellement, nous devons connaître une descente de ces fuites vers le sud très sensiblement. Mais ce qui fait que ça descend très lentement, sa fluctuation vers le sud est tellement lente. Nous signalons aussi que la situation sera normale, mais déficitaire pour cette année 2025. Donc, nous ne pouvons pas comparer les retards de la saison sèche et celle de la saison de pluie, car ils se différencient par leurs composantes.
Sachez encore qu'une ONG, le réseau des associations pour le développement communautaire financé par Action Aid International, vole au secours des sinistrés. Elle assiste plus de 1350 ménages victimes de la pluie accompagnés d'un vent violent du 26 août dernier à Kindu et ses environs. Cette ONG a remis une enveloppe à chaque ménage et des kits scolaires à 900 élèves du territoire de Kibombo. Le point avec Florence Kizalunga. L'assistance du réseau des associations pour le développement communautaire est très bien accueillie par ces sinistrés qui disent traverser des moments difficiles. Vraiment, nous avons tout perdu. Et avec cette assistance, nous pensons que ça va nous aider. Cette assistance arrive au temps opportun. Depuis cette pluie, nous sommes en train de vivoter, mais ce que nous recevons aujourd'hui, ça va nous aider pour acheter quelque chose, malgré que nous avons perdu beaucoup d'histoires. Les coordonnateurs de cette ONG avouent que cette assistance, c'est juste pour soulager les sinistrés. Jean-Claude Kayumba. Nous avons assisté 1350 ménages en cash, kit wash et aussi 900 élèves en kit scolaire. C'est pour soulager ces personnes qui sont en détresse et qui présentent des besoins énormes. Les coordonnateurs de la protection civile continuent à lancer son cri d'alarme car les besoins se font encore sentir. Walanga Bali Michel. Nous disons merci d'abord. Pourquoi? Parce que nous avions fait les alertes et aujourd'hui l'Action Aid à travers ADEC vient d'assister les sinistrés, 1350 sinistrés, bien que le bilan était de 2000 et plus de sinistrés. Nous faisons aussi appel aux autres partenaires de venir aussi en aide. Rappelons que cette catastrophe naturelle avait causé aussi des dégâts humains, soit 5 morts. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Parlons économie à présent, je vous l'ai dit dans les titres, le ravitaillement en carburant devient un casse-tête à Kinshasa et cela dure depuis le début de cette semaine. Selon la ministre des Hydrocarbures, Akassia Bandoubola, cela est dû à un acte de vandalisme des inciviques qui ont perforé samedi dernier une canalisation de la société SEP Congo à Massina. Conséquence immédiate, c'est l'arrêt temporaire du pompage sur le pipeline 66 qui est la grande canalisation qui transporte le carburant. Hier, nos reporters ont fait la ronde des communes de Bandalungwa, Ngaliema et Kalamu pour suivre l'évolution. Comment se présente la situation sur place? Lukinzao et Rachel Kalombe nous expliquent dans ce reportage. Dans certaines stations-service, des files de véhicules sont observées tandis que d'autres stations sont quasiment inopérationnelles faute d'approvisionnement. Donc, pas de véhicules, moins encore des motos. Les conducteurs sont ainsi pénalisés à l'image de ces motards qui n'a pas été servi à la station et qui sort en poussant sa moto dont le réservoir est vide. Dans cette station, on m'a dit qu'il n'y a pas de carburant à la pompe sans aucune autre explication. Là, mon réservoir vient de se vider. Certains clients se voient ainsi obligés de faire de longues distances pour enfin trouver du carburant, comme c'est le cas pour ces clients chanceux. Nous souffrons et nous ne comprenons pas cette situation. C'est depuis lundi que ça dure. J'habite la commune de Mongafula et là je suis venu chercher du carburant dans la commune de Kalamu. Pour quelques responsables des stations-service que nous avons rencontrés, la situation pourrait s'arranger d'ici peu. L'actualité, c'est aussi plus de 100 000 nouveaux déplacés, dont les femmes et les enfants en détresse dans la province de Kwilu. Ces personnes issues d'au moins 32 000 ménages enregistrés entre les mois de mai et septembre 2025 vivent dans des conditions humanitaires déplorables et sans assistance. Statistiques révélées par OCHA après une évaluation multisectorielle. D'après son rapport, plus de 80% de ces personnes ont fui les atrocités de la milice Mobondo. Aquamout et les autres ont fui leur milieu de vie à la suite des inondations et des pluies abondantes. Ces personnes ont besoin d'abris, d'articles ménagers essentiels, de nourriture, d'eau potable, des soins médicaux et de protection. Préoccupé, le député national élu de Bagata, Gary Sakata, plaide pour une assistance en leur faveur. Signalons que ces personnes sont accueillies dans les agglomérations comme la ville de Bandundu, la ville de Kikwit, le territoire de Bagata, précisément dans la zone de santé de Bagata et de Kikongo, et le territoire de Massimanimba dans la zone de Mosango, indique le rapport de OCHA.
Des confusions qui tournent parfois au drame. Cela se passe en Ituri. Un élève d'une école primaire a été tué en début de semaine par des militaires des FARDC dans le territoire de Djougou. Par ailleurs, 2 enseignants qui se rendaient à l'école ont également été arrêtés et tabassés par des soldats. La société civile locale dénonce des violations des droits de l'homme commises par ces militaires. Ces derniers assimilent souvent les populations aux miliciens. Cette structure citoyenne estime que ces abus brisent la relation civilo-militaire, pourtant essentielle pour vaincre les ennemis de la paix. Isaac Remoyopé. L'élève vêtu des pantalons bleus et d'une chemise rouge, son sac au dos, a quitté la maison mardi matin sous une fine pluie. Il se rendait dans la brousse à la périphérie du village pour chercher des liens de cordes exigés à l'école. Ses uniformes étaient dans sa sacoche pour éviter qu'il ne se mouille. Dans la brousse, il a été surpris puis abattu par des militaires, rapporte la société civile locale. Ce drame survient seulement 4 jours après le meurtre d'un joueur de football à Ezekere, également tué par des soldats selon la même source. Par ailleurs, un autre groupe de militaires des FARDC a pris en otage des enseignants qui se rendaient à l'école. Ces soldats les auraient forcés à servir d'éclaireurs pour traquer des miliciens de la Convention pour la Révolution populaire, la CRP de Thomas Lubanga. Les 2 enseignants, après avoir résisté, ont été battus puis relâchés. Les notables du milieu dénoncent la multiplication des violations des droits de l'homme commises par certains militaires, ce qui alimente la méfiance de la population envers l'armée. La société civile appelle la justice militaire à interpeller les auteurs de ces actes et leurs commandants. Nous n'avons pas encore obtenu la réaction de l'armée à ce sujet. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi. Autre nouvelle, la mission de la FAO conduite par Maxwell Sibensana, directeur adjoint du bureau Urgence et Résilience au siège de cet organisme des Nations Unies, a effectué une descente hier jeudi en Ganza. Objectif, palper du doigt les travaux champêtres qui exécutent les femmes de cette commune dans le cadre des projets conjoints de la résilience FAO-PAM. Il était aussi question pour cette délégation de voir ce qui est déjà fait et échanger avec les bénéficiaires sur ce qui doit être fait pour améliorer la production. Ce projet a beaucoup aidé les bénéficiaires, comme le dit André Katende dans ce reportage. C'est dans cette ambiance des champs que les femmes travaillent dans ces champs. Elles sont en train de sarcler le maïs et le manioc. La FAO leur a remis des semences et les a formées sur les techniques agricoles. Ces projets conjoints de la résilience FAO-PAM a effectivement assuré l'autonomisation de bénéficiaires dans cette commune de la ville de Kananga qui était plus touchée par la guerre des Kamunan-Sapu. Rose Mputu, une d'elles, est veuve. Elle témoigne que grâce à ces projets, elle assure la scolarité de ses enfants ainsi que leur survie. Je suis une veuve. Grâce à FAO, je paye la scolarité de mes enfants, je les fais nourrir et je vends certains articles. Mes 2 enfants, une fille et un garçon, ont eu des diplômes et j'ai arrangé la maison que leur papa avait laissée. La FAO a remis un moulin à ces femmes pouvant les aider à la transformation de leurs produits des champs. L'organisme a également promis à ces derniers l'amélioration de l'appui pour permettre une meilleure production et lutter contre la famine dans la province. Kananga, André Katendengala Mouleme, Radio Kapi. Autre nouvelle, élection à l'Assemblée nationale. L'heure est aux consultations au sein des forces politiques de la majorité et de l'opposition pour désigner officiellement les candidats à la présidence et au poste de rapporteur adjoint. Avant la publication du calendrier électoral, les ambitions continuent à se manifester dans l'Union sacrée pour la succession de Vital Kamerhe. Hier jeudi, c'est le 2e vice-président Christophe Mbosonko Diapwanga qui a annoncé à la presse sa candidature. Des analystes politiques appellent à un consensus au sein de cette famille politique du chef de l'État pour dénouer cette crise qui persiste depuis la rentrée parlementaire. Le point avec notre permanent au Parlement, Grace Samzati. Le prédécesseur de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale s'est dit convaincu que la Chambre basse nécessite une personne digne, intègre et serviable pour la diriger. Selon lui, la géopolitique ne doit pas influencer le choix. Christophe Mbosonko Dia. Quelle géopolitique? Nous sommes au Congo, nous avons 26 provinces, le chef de l'État choisit un Congolais à qui il veut confier des responsabilités. Chaque personne a droit au travail, dans les mesures où vous répondez aux responsabilités que le chef de l'État vous a confiées. Pour Jolino Malukisa, directeur du pilier gouvernance à l'Institut congolais des recherches sur la politique, la gouvernance et la violence et Bouteli, les querelles politiques ne doivent pas primer sur les priorités du peuple, tout en rappelant que cette session est budgétaire.
Au fur et à mesure que le temps passe, il y a beaucoup de fissures au sein de l'Union sacrée. Celui qui va succéder à Kaméré, ça ne peut être qu'une personne qui bénéficie du soutien du président de la République lui-même. Nous avons quand même intérêt à ce que cette classe politique congolaise puisse se ressaisir pour regarder avant tout les intérêts supérieurs de la nation. Quant au poste des rapporteurs adjoints réservé à l'opposition, Christelle Vwanga, élu de Funa à Kinshasa, et Gracien Irachan, élu de Bunia à Nitori, s'annoncent dans la course. Actualité internationale. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Au dernier jour de campagne, les 5 candidats à la présidentielle ivoirienne ont tenu leur meeting de clôture hier. Cependant, à l'approche des élections de samedi, un climat d'apathie règne dans le quartier Blockhouse d'Abidjan, où des centaines de manifestants ont été arrêtés et plusieurs blessés lors des manifestations au début du mois. Les forces de sécurité ont lancé des gaz lacrymogènes sur les manifestants pendant la manifestation que les autorités ont qualifiée d'illégale car ils avaient interdit les marches politiques quelques jours auparavant. L'invité. Réunis mercredi 22 octobre à l'initiative de l'ONG Climate Change Africa Opportunities et son partenaire au cas global, des experts en environnement proposent des solutions fondées sur la nature pour prévenir des inondations et des érosions au pays. Invité de Radio Okapi, le coordonnateur de cette structure, Trésor Badisungu, recommande notamment à la population d'adopter des comportements responsables en luttant contre l'insalubrité. Il est avec Blaise Ndonga Mayanda. Bonjour monsieur Trésor Badisungu. Bonjour monsieur le journaliste. L'ONG Climate Change Africa Opportunity présente les solutions fondées sur la nature face aux inondations et autres catastrophes naturelles. Quelles sont les grandes lignes de cette étude? Merci monsieur le journaliste. Le but de ce projet, c'est de pouvoir identifier de manière tout à fait plausible des solutions fondées sur la nature qui peuvent nous aider nos communautés à faire face à la problématique des inondations et des érosions dans les bassins du Congo. Donc nous travaillons dans 5 pays. Nous sommes en République démocratique du Congo, en République du Congo, en République centrafricaine, au Gabon et au Burundi. La pluie va commencer et nous sommes là pour alerter en tant qu'une organisation qui milite pour le renforcement de la résilience des communautés locales, surtout les plus vulnérables aux effets du changement climatique. C'est dans ce cas-là que nous implémentons ces projets qui nous réunissent ces jours dans le cadre d'un atelier national qui va nous aider à pouvoir faire une priorisation des solutions fondées sur la nature que nous avons identifiées en RDC, éventuellement le porter auprès des décideurs et auprès des donateurs pour que ces solutions soient appuyées et qu'elles puissent contribuer éventuellement à la résilience des communautés face à ces deux problématiques. Pouvons-nous savoir déjà les grandes solutions que vous proposez? Donc il y a 2 blocs de solutions par rapport à la problématique des érosions. Il y a des solutions également qui feront face aux inondations. C'est ces 2 blocs-là qui nous permettra de pouvoir faire un tri qualitatif. Chaque cas, par exemple pour la RDC, il y a des cas qui sont spécifiques. C'est particulièrement, par exemple, les cas de végétalisation des différents ouvrages qui sont construits par la Banque mondiale. La végétalisation de ces routes-là, au travers de la restauration forestière, par exemple. Il y a les cas de gabionnage, de sacs végétalisés, qui sont construits en bloc avec des stratégies locales adaptées au contexte de chaque milieu. Il y a également des cas de restauration urbaine, là où il y a des sites érosifs et consorts. Il y a des communautés qui s'organisent pour planter les arbres, et faciliter la rétention des sols et ce travail pourrait être bénéfique pour la population, particulièrement à Kinshasa ici. Après présentation et validation de ces solutions, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, c'est maintenant des étapes de plaidoyer au niveau des décideurs étatiques, car d'un processus d'appropriation. Parce que le projet qu'implémente la Banque mondiale au niveau de différents pays du bassin du Congo sont implémentés par les pays, donc les gouvernements. Ici, nous voulons demander à tous nos gouvernements du bassin du Congo et particulièrement celui de la RDC, notre pays, de pouvoir s'approprier cette approche axée sur des solutions fondées sur la nature pour consolider les différents travaux, les différents investissements qui sont en cours dans les pays. Parce que quand on construit des routes et il n'y a pas de solutions fondées sur la nature autour des routes, le plus souvent on revient encore à la case de départ parce qu'en cas d'érosion, en cas d'inondation, les routes sont coupées et on perd l'arbre. En tout cas, nous voulons que l'approche des solutions fondées sur la nature soit intégrée dans nos politiques d'implémentation des différents projets d'intérêt commun, particulièrement les ouvrages à impact durable. Bénéficiez-vous de l'appui de certains partenaires? Oui, Climate Change Africa Opportunities fait partie de ces grands consortiums
des organisations qui implémentent ces projets. Dans les cas d'espèces, nous bénéficions du financement des GCA et de la Banque mondiale. C'est bien, vous demandez au gouvernement d'intégrer cette approche. Alors, quel est le message que vous lancerez à la population lambda qui vous suit sur la Radio Kapi? À nos populations, j'aimerais attirer leur attention. Je fais ici une sonnette d'alarme nationale pour dire à tous les Congolais que c'est la saison des pluies. Nous avons besoin que la population puisse s'organiser. Ça peut être au niveau local de nos quartiers, adopter des comportements citoyens face à la protection de notre environnement. Parce que l'environnement, c'est le cadre de vie. Quand on jette des poubelles partout, on bouche les caniveaux, ainsi de suite, là, nous attirons nous-mêmes des problèmes. Mais quand on cherche à vider le caniveau, on ajoute des solutions locales qui peuvent nous aider, même sans moyens, à pouvoir prévenir les inondations, cela constituera des attitudes vertes qui peuvent être encouragées dans le cadre des solutions fondées sur la nature. Et ici, cela rentre dans le cadre de ce que nous appelons l'autoprise en charge. Avant que le gouvernement n'intervienne, nous pouvons déjà commencer quelque chose. Monsieur Trésor Badissungu, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.